Vivre au Québec en ce moment, c'est un peu des montagnes russes pour le portefeuille. D'un côté, il y a des dépenses qui n'ont juste pas de bon sens, qui donnent le vertige, et de l'autre, des avantages qui semblent presque trop beaux pour être vrais. Aujourd'hui, on va décortiquer ce grand écart-là. La question qu'on se pose tous, c'est simple. Combien ça coûte pour vrai de vivre ici en 2025? La réponse, par contre, est un vrai paradoxe. On se sent constamment coincé, pressé par des coûts qui explosent. Mais en même temps, on a accès à des services essentiels qui sont étonnamment abordables. Alors, comment ça se peut? Pour essayer de comprendre ce casse-tête, on va y aller en 5 temps. D'abord, on regarde le paradoxe lui-même. Ensuite, on plonge dans ce qui fait le plus mal au portefeuille, le logement et l'épicerie. Après, les déplacements. Puis, on va voir la force de notre filet social et on termine avec la question qui tue. Qui paie pour tout ça? Bon, rentrons dans le vif du sujet. Les experts appellent ça une économie duale. En gros, ça veut dire quoi? C'est assez simple. D'un côté, on a le marché libre qui fait flamber les prix des maisons, des loyers et de la bouffe. De l'autre côté, on a le gouvernement qui pèse sur le frein, qui garde les coûts de certains services essentiels très bas, comme les garderies. C'est ce combat constant entre les deux qui définit la réalité financière de pas mal tout le monde au Québec. Commençons par le côté qui fait mal, le côté le plus difficile de ce paradoxe-là, là où la pression financière est à son maximum, et sans grande surprise, ça commence avec le toit qu'on a au-dessus de la tête. Jetez un œil à ce chiffre. 485 000 $. C'est le prix médian qu'on anticipe pour une propriété en 2026. C'est une autre augmentation de 7 qui s'ajoute à des années et des années de hausse. Le rêve de devenir propriétaire, disons que pour plusieurs, il est de plus en plus loin. Et ça, bien sûr, ça met une pression énorme sur le marché de la location. Et pour les locataires, c'est pas vraiment mieux. On s'attend à ce que les loyers soient chers à Montréal ou à Québec, c'est normal, mais la grosse surprise, c'est Gatineau. Un loyer moyen de 1 420 $, c'est plus cher qu'à Montréal. L'explication, c'est la proximité d'Ottawa, où les salaires sont plus élevés, ce qui tire tout le marché immobilier de la région vers le haut. C'est fou! Et cette pression-là, elle ne s'arrête pas à la porte de l'appart. Non, elle nous suit jusqu'à l'épicerie. Juste en septembre 2025, le prix des aliments a grimpé de 4 en un an. C'est une augmentation que tout le monde ressent à chaque fois qu'on passe à la caisse. Il y a un autre détail là-dedans qui est assez particulier. Le coût de l'épicerie n'est pas le même pour tout le monde. En gros, si on vit seul, on paie environ 20 plus cher par personne pour sa nourriture qu'une famille de 4. C'est comme une pénalité invisible pour les personnes seules, un coût caché de la vie en solo qui affecte énormément de gens. OK, après le loyer et l'épicerie, le troisième gros morceau du budget, les déplacements. Que ce soit en bus, en métro ou en auto, les coûts peuvent varier du simple au double et même plus à travers la province. Et là, on a un autre exemple parfait du paradoxe québécois. À Québec, la passe de bus mensuelle, c'est autour de 66 $. Pas si mal. Mais à Montréal, si on habite en banlieue et qu'on doit se rendre au centre-ville, on parle de plus de 160 $. Souvent, les économies qu'on pense faire en s'éloignant sur un loyer moins cher sont complètement grugées par le coût du transport. C'est le casse-tête de milliers de personnes chaque matin. Puis pour tous ceux qui n'ont pas le choix de prendre leur auto, le prix du gaz vient ajouter une autre couche de stress. Avec une moyenne autour de 1,24 $ le litre, chaque plein de gaz se fait sentir. Surtout dans les régions où le transport en commun, c'est pas vraiment une option. Bon, on a parlé de ce qui fait mal. Maintenant, on change de côté. On va de l'autre bord du miroir. Après avoir vu ce qui coûte une fortune, allons voir où le modèle québécois nous donne un sérieux coup de main, un vrai soulagement financier. Et voici le chiffre qui change absolument tout pour des milliers de familles. 9,35 $. C'est le prix par jour pour une place subventionnée en garderie. C'est l'un des tarifs les plus bas de toute l'Amérique du Nord. Juste ce programme-là, ça peut faire économiser des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars par année à une famille. C'est vraiment le pilier de notre modèle social. En santé, on a un peu le même genre de filet de sécurité. Le régime public d'assurance médicaments nous garantit une couverture de base, avec une prime maximale par famille qui ne peut pas dépasser environ 1 500 $ par année. C'est prévisible, mais il y a un choix à faire. Les assurances privées, celles qu'on a souvent avec la job, coûtent parfois un peu plus cher, mais elles couvrent plus de choses, comme le dentiste ou les lunettes, et les franchises sont souvent plus basses. Le calcul dépend vraiment de la situation de chaque ménage. Alors, la grande question, comment est-ce qu'on se paye tout ça? Comment le Québec peut-il offrir des services aussi abordables? La réponse, elle est dans ce qu'on pourrait appeler le grand pacte fiscal québécois. Il n'y a pas de magie. Ces avantages-là ont un coût. Et ce coût, on le voit très clairement sur chaque talon de paye. Nos services subventionnés sont payés directement par nos impôts sur le revenu, qui sont parmi les plus élevés de tout le continent.
Et disons que la facture est assez salée. Dès le premier dollar qu'on gagne, le taux d'imposition combiné est déjà à 28,5 % et ça monte très, très vite. Dès qu'on dépasse 51 000 $, on saute à un taux marginal de presque 40 %. C'est ce prix-là qu'on paye collectivement pour financer notre filet social. Une autre façon de voir ça, c'est de penser en termes de salaire social. L'argent qu'on donne en impôts, il ne disparaît pas. Il nous revient, mais sous une autre forme. Des services qui réduisent nos dépenses directes. Au lieu de payer 50 ou 60 $ par jour pour une garderie, on paye plus d'impôts, mais le service nous coûte juste 9,35 $. C'est un échange, c'est un pacte. Pour rendre ça plus concret, regardons quelques scénarios. Prenons une personne seule à Montréal, avec un revenu net d'environ 35 700 $. Son loyer, juste le loyer, lui mange 40 % de son budget. Pour cette personne-là, le pacte y est pas mal plus difficile à voir. Elle paye ses impôts, mais subit de plein fouet la pression du marché sans avoir accès aux services comme les garderies. Sa marge de manœuvre est presque nulle. Maintenant, un autre portrait. Une famille à Québec avec un revenu combiné de 85 000 $. Pour elle, la garderie subventionnée, c'est une véritable bouée de sauvetage. Ça change tout. Le modèle social leur donne une stabilité financière incroyable. Mais leur situation reste fragile. Tout repose sur leur capacité à garder ces fameuses places subventionnées qui sont si rares. Et finalement, le troisième scénario, un couple de propriétaires à Gatineau avec un revenu plus élevé. Eux, ils vivent la double pression. Un marché immobilier très cher à cause d'Ottawa et des taux d'imposition très élevés sur leurs revenus. Ils font partie de ceux qui contribuent le plus au système, mais leur revenu leur permet de bien vivre tout en profitant de la qualité des services qu'ils financent. Tout ça nous ramène à la question de fond. Le modèle québécois, c'est une sorte de course sans fin entre les forces du marché qui poussent les prix vers le haut et notre filet social qui essaie de nous protéger. La question qui reste, c'est jusqu'à quand est-ce que ce filet-là va pouvoir tenir le coup face à une pression qui ne cesse d'augmenter?